Je salue nos invités. André Valigny est avec nous. Bonsoir. Rachel Kahn. Bonsoir Laurence. Gauthier Lebret. Bonsoir mon cher Gauthier. On a l'immense plaisir de recevoir Vincent Trémollet-de-Villers. Bonsoir mon cher Vincent. Bonsoir Laurence. Pour évoquer tout à l'heure les 200 ans du Figaro, ce magnifique journal que nous avons fêté dès hier et qui va être fêté tout au long de la semaine. Là on est installé au Grand Palais pour 3 jours. Ouais. Exactement. Et nos amis d'Europe 1, on a délocalisé ce matin notre antenne. On a fait la matinale d'Europe 1 ce matin. Et c'était formidable. Et voilà. Avec Dimitri Pavlenko. Des longues files devant le Grand Palais. C'est vrai ? On attend 50 000 personnes sur les 3 jours. Bravo au Figaro, qui une belle bannière, la liberté d'expression. On aime ça. On cousine avec vous, CNews et Europe 1, justement dans cette défense de la liberté d'expression, de la liberté de penser, et puis la liberté de détail aussi, un certain nombre de plaisirs de l'existence qui sont la caractéristique du Figaro depuis les 2 siècles, l'art de vivre, le tourisme, la culture, et voilà. Sans parler, sans oublier la musique. Geoffroy Lejeune est avec nous. Bonsoir Geoffroy et Jean-Michel Salvatore. On va évoquer dans un instant la situation internationale, les menaces qui pèsent sur le Groenland, ce qui se passe en Iran. Mais d'abord, cette action coup de poing de certains agriculteurs actuellement dans une annexe du ministère de l'Agriculture. On va rejoindre sur place Vincent Fahandez et Laurent Sélarié. Bonsoir à tous les deux. Il y a une 50aine d'agriculteurs qui sont entrés dans un bâtiment officiel. C'est bien cela, expliquez-nous. Oui, bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Effectivement, 53 agriculteurs exactement sont effectivement entrés dans l'annexe du ministère de l'Agriculture. Ils sont entrés dans la cour de ce bâtiment. Ils ont ensuite été exfiltrés. Et depuis maintenant un peu plus d'1h30, aux alentours de 16h30, ils sont rentrés. Ça fait 1h30 désormais que cette action est en cours. Ils ont été exfiltrés. Ils sont devant le bâtiment, l'annexe du ministère de l'Agriculture, sous un très grand dispositif de sécurité, de police. Toutes les rues aux alentours sont complètement barricadées par les forces de police. Personne ne rentre ici devant cette annexe du ministère de l'Agriculture. Personne à part certains députés, beaucoup de députés de gauche notamment, qui sont venus au contact des agriculteurs. On a vu Sandrine Rousseau ou encore Éric Coquerel. Enfin, dernière information, ce sont effectivement des agriculteurs, notamment de la Confédération paysanne, le syndicat agricole, qui sont venus en soutien à cette action ici au ministère. Merci Vincent Fahandez, Laurent Sélarié sur place devant l'annexe du ministère de l'Agriculture. Gauthier Lebret, on voit qu'on n'en a pas fini avec la colère des agriculteurs, qu'elle se manifeste, qu'elle va continuer à se manifester, que de toute façon le traité du Mercosur, ça y est, ils l'ont acté, il sera signé, mais la vraie colère des paysans, elle est toujours là. Et elle est très présente dans tout le pays. Et elle n'est pas prête, effectivement, de se tarir. Quand on voit Sébastien Lecornu qui dit vos motions de censure à la France Insoumise et au RN sont des motions de division, car la France est farouchement opposée au Mercosur. La belle affaire, la France est opposée au Mercosur. La France va subir le Mercosur. Vous avez toute l'impuissance française résumée dans cette affaire. On est contre un traité, mais il va s'appliquer à nous. Et sur ce qui se passe au ministère de l'Agriculture, qui est un symbole supplémentaire de la colère paysanne, de la colère agricole. Savoir que Sandrine Rousseau, qui était jusqu'ici plutôt silencieuse, plutôt discrète, vient tenter de récupérer le mouvement. La même femme... Avec la Confédération paysanne qui est très marquée à gauche. Alors, qui est marquée à gauche, la Confédération paysanne qui s'est quand même alliée à la coordination rurale ces derniers jours. Donc on voyait gauche et droite, si on dit cela à grands traits, coordination rurale plutôt à droite, que Confédération paysanne, comme vous l'avez dit, marquée à gauche, se réunir. Donc c'était transpartisan, avec des députés de la France Insoumise qui ont logé des agriculteurs, qui ont fait loger des agriculteurs, parfois de la coordination rurale aussi. Donc on voyait bien que c'était transpartisan. Bon, les écolos qui sont allés à Sainte-Soline, où on a saboté les méga-bassines qui servent aux agriculteurs. Les écolos qui ont été à Sainte-Soline, où les gendarmes ont subi l'enfer avec des cocktails Molotov, j'en passe, c'est des meilleurs. Que Sandrine Rousseau, qui est en guerre contre la viande, en guerre contre le barbecue, qui est un symbole de virilisme, etc., bref, en guerre contre le monde paysan, aille tenter de récupérer le mouvement, franchement, ça manque pas de sel. Parce que honnêtement, elle fait tout justement contre les agriculteurs. Et elle avait d'ailleurs des propos très durs la semaine dernière contre les agriculteurs après ce qui s'est passé autour de Yaël Braun-Pivet, alors que Yaël Braun-Pivet elle-même avait tenté tout de suite de calmer le jeu, même si elle avait été malmenée, et ça ne se fait pas évidemment devant l'Assemblée nationale. On va écouter Sébastien Lecornu, il a répondu. Alors la deuxième motion de censure à l'instant du RN a été rejetée parce qu'il y avait beaucoup moins de votes pour cette motion que celle de LFI qui a failli passer. On va écouter Sébastien Lecornu qui justement s'en est pris aux oppositions RN et LFI. Écoutez-le. Au fond, on n'a pas besoin de compétiteurs, on vous a déjà. On a ces tentatives de sabotage interne en permanence et vous agissez, mesdames et messieurs les députés,
tels des tireurs couchés en tirant dans le dos de l'exécutif au moment même où nous devons affronter justement des dérèglements internationaux. Donc c'est votre droit le plus légitime de déposer cette motion de censure. C'est une démocratie et nous le respectons. Néanmoins, vous devez vous aussi prendre vos responsabilités et voir qu'en ce moment même, déposer des motions de censure, interroger la stabilité du pays, ralentir encore davantage les procédures budgétaires, tout cela a un impact et malheureusement, il sera payé par le peuple français. Vincent Trémoulin de Villers, qu'est-ce que vous comprenez ce qu'il dit, les tireurs couchés du RN et LFI, Sébastien Cornu? Ce qu'on comprend surtout, c'est que je ne crois pas qu'il s'adresse au RN et à LFI. Là, il s'adresse au PS et à LR en vue de ce qui est en train de se préparer, c'est-à-dire l'utilisation des ordonnances par l'exécutif pour faire passer le budget. Je rappelle aux téléspectateurs et aux auditeurs, s'il y a un 49.3, il peut y avoir une motion de censure et le Premier ministre peut être censuré et il peut ne pas y avoir de budget pour la France. S'il y a les ordonnances, il y a un budget pour la France, et si le Premier ministre est censuré et on change de Premier ministre. Donc Sébastien Lecornu installe une dramaturgie autour de l'idée de motion de censure pour dire participer à toute motion de censure, c'est participer aux forces du désordre qu'il définit. C'est ainsi qu'il définit le RN et LFI. À mon avis, c'est ça qu'il a dans la tête. Mais la sémantique tireur couché est quand même sur un registre militaire. Une dramaturgie pour un épisode aujourd'hui dont on sait qu'il n'aboutira pas. Donc on sait que ces deux motions de censure n'ont aucune chance d'aboutir. Donc, pareil pour celle de la semaine prochaine ? La difficulté qui se présente devant lui, c'est la motion de censure si jamais les ordonnances sont activées, parce que là, le PS peut la voter, et là, il y aura un budget, il n'y aura probablement pas de dissolution et un nouveau Premier ministre, mais il n'y aura plus de Sébastien Lecornu à Matignon. Donc je crois que c'est à l'aune de cette possibilité qu'il faut analyser beaucoup de ces déclarations. Écoutons Mathilde Panot qui a réagi au rejet de cette motion de censure et les filles. Nous sommes fiers d'avoir fait entendre aussi dans cet hémicycle une autre voix de la France que celle d'Emmanuel Macron qui se couche devant Donald Trump et qui refuse de défendre le droit international. Les Insoumis évidemment continueront le combat jusqu'au bout contre le Mercosur aux côtés des agriculteurs qui se mobilisent partout dans le pays, et nous le continuerons notamment le 21 janvier puisque le 21 janvier sera examinée la résolution déposée par les Insoumis au niveau européen pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Si c'est le Parlement européen qui décide par son vote le 21 janvier de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, alors l'accord avec le Mercosur serait suspendu, serait donc arrêté, et ce peut-être pour plusieurs années, ce qui évidemment représente un espoir pour continuer la lutte. Et ceux qui ont refusé de faire tomber M. Lecornu aujourd'hui portent une responsabilité immense et ils devront en répondre devant chacun et chacune. C'est de la science-fiction, Jean-Michel Salvatore, le scénario que t'écris Mathilde Panot, ou pas? Moi, je suis pas sûr que ce soit le scénario le plus probable. Okay. Elle continue à faire de la politique, et elle voit qu'il faut continuer à attaquer le gouvernement au travers du Mercosur. Je pense qu'elle prend un peu ses désirs pour des réalités. Geoffroy ? Écoutez, c'est jamais très agréable d'écouter Mathilde Panot éructer, entourée de tous ses amis, etc. Mais moi, j'ai pas été spécialement convaincu non plus par Sébastien Lecornu. J'ai l'impression qu'il a renoué avec un discours qu'on a beaucoup entendu, je dirais, dans les 18 premiers mois ou les 2 premières années du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, consistant à vous expliquer que le bon sens, la rationalité conduisent évidemment à une seule option, qui est, comme disaient les Anglais, vous savez, there is no alternative, Tina. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'une seule politique à mener, et si vous opposez à ça, c'est que vous sortez quelque part d'une forme de rationalité et qu'on vous a perdu. Aujourd'hui, cette espèce de dramaturgie, comme disait Vincent, mais peut-être aussi de chantage, je pense est assez malsain, et je pense que ça a beaucoup plombé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et puis après la suite en a découlé. Le fait de faire croire qu'il n'y a pas d'autre option possible politique, sinon c'est le chaos. Vous annihilez le débat politique et donc vous abîmez en réalité nos institutions, etc. On voit le résultat. Rachel Kahn. Juste, moi je trouve que là, la prise de parole, elle est malsaine, c'est le mot, parce que encore si la France était en première ligne des questions internationales, si on avait eu depuis 2 ans des résultats par rapport à Israël, par rapport au Hamas, par rapport au Hezbollah, la question du Venezuela et d'autres, la Russie, l'Ukraine, s'il y avait eu quelque chose d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue même stratégique, et qu'on arrête en fait cette mollesse diplomatique, qu'on arrête la lâcheté, je veux bien admettre. Mais là, en fait, que ce soit le chantage pour adopter la motion, alors même qu'on sait très bien que la France est commentatrice,
Ça pose un problème. André Vallini, je vous garde pour la fin. Je voudrais revenir sur ce que disait Vincent Trémollet de Villers. Donc vous pensez qu'on va plutôt vers des ordonnances que vers le 49.3 ? C'est une des hypothèses, oui. Et c'est quand même ce que l'Élysée a l'air de souhaiter depuis quelques jours. Donc je ne sais pas si cette hypothèse aboutira, mais c'est une des hypothèses, et c'est une des hypothèses qui disjoint le sort de Sébastien Lecornu de celui d'Emmanuel Macron. Oui. Donc à partir de là, la stabilité peut être maintenue, la fameuse stabilité qui est l'objectif premier via les ordonnances, qui permet à la France d'avoir un budget. Ensuite, Sébastien Lecornu reste Premier ministre jusqu'au municipal démissionnaire, et puis après on change de Premier ministre pour finir le quinquennat. C'est un scénario, je ne dis pas que c'est celui-là qui s'imposera, mais c'est évidemment un scénario qui existe et qui fait que la montée en pression de Sébastien Lecornu, mais qui a commencé la semaine dernière, quand il a évoqué déjà la dissolution en disant censure égale dissolution, ça voulait. En fait, il y a un scénario où censure n'égale pas dissolution. Censure égale changement de Premier ministre. C'est même le scénario que tout le monde privilégie. Dernier mot. Ça change énormément de discours sur le 49.3. Il était totalement exclu. Désormais, vous avez plein de ministres en interview le matin qui vous disent non, rien n'est exclu par définition. Le 49.3 est souhaité par François Hollande, qui a quand même une influence dans le groupe socialiste, en disant que c'est la voie pour faire adopter le budget. Donc les socialistes et les républicains n'ont pas censuré aujourd'hui, ils n'ont pas censuré hier. Je ne les vois pas censurer demain, car ils ont juste une trouille, c'est de perdre leur siège. Donc si Sébastien Lecornu renie sa promesse qu'il avait faite au moment où il entre à Matignon et qu'il actionne le 49.3, je crois qu'il n'est absolument pas censuré, que le budget passe et qu'on va vers les municipales et qu'il peut rester, pourquoi pas jusqu'en 2027. C'est une possibilité, mais dans les risques qu'on mesure, j'imagine, si on essaye un peu de se mettre dans l'état d'esprit du président de la République, le 49.3, il y en a plusieurs. Donc c'est quand même exposer le gouvernement et le budget à 4 ou 5 motion de censure. Là, oui, parce qu'il y a un vote sur les recettes, les dépenses. Si les ordonnances, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite et de se montrer de la part du président de la République ingrat vis-à-vis de celui qui lui a permis de traverser cette période difficile. Mais l'ingratitude des princes, c'est aussi vieux que la politique. Exactement. Petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On évoquera la question du Groenland, parce que Donald Trump précise de plus en plus ses desiderata, des 200 ans du Figaro, et de Nicolas Sarkozy, qui était hier soir à la grande soirée au Grand Palais et qui s'exprime cette semaine dans le JT News. A tout de suite. On se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. Un tout petit mot du Groenland, parce que cette question quand même interpelle les Européens, même les Français qui ne connaissent pas forcément cette contrée magnifique mais glacée. Donald Trump a réitéré ses menaces. Il veut absolument obtenir cette terre où il y a non seulement des minerais rares, mais aussi qui est un emplacement stratégique, dit-il, pour construire sa défense antimissile. Alors il a été interrogé hier sur les propos du Premier ministre du Groenland, qui s'appelle Monsieur Nielsen, qui dit qu'il préfère rester avec le Danemark. Écoutez la réponse de Donald Trump, qui a dit qu'il ne sait même pas qui est le Premier ministre du Groenland. Le Premier ministre du Groenland a déclaré aujourd'hui « Nous préférons rester avec le Danemark ». Qui a dit cela? Le Premier ministre du Groenland. Eh bien, c'est leur problème. C'est leur problème. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais rien de lui. Mais ça va être un gros problème pour lui. Bon, c'est la politique du gros bras quand même, des gros bras, Gauthier Lebret. C'est du Trump, hein, voilà, on est désormais habitué. La question, c'est comment tout cela va se terminer. Deal, rachat du Groenland, les Danois ne veulent pas en entendre parler. Et il n'y a pas un jour qui passe, désormais, sans que Trump nous parle du Groenland. Les choses se sont considérablement accélérées depuis son intervention au Venezuela, qui est un exemple de ce qu'il peut faire, qui est un message envoyé à l'Amérique latine, certes, à Cuba, à la Colombie. D'ailleurs, le président colombien s'est considérablement calmé contre Trump. Au début, il disait « je vais prendre les armes s'il y a des Américains qui débarquent ». Finalement, il a pris son téléphone et il n'a pas pris un fusil, il a pris un téléphone pour appeler le président Trump et pour se mettre plutôt ventre à terre. Cuba est en train de négocier également. Et donc, il y a la question du Groenland, qui est une question qui nous intéresse évidemment, puisque c'est l'OTAN, puisque c'est le Danemark, donc c'est l'Union européenne. Ça change considérablement les choses, mais j'ai entendu une explication très intéressante hier pour la première fois qui, me semble-t-il, n'avait jamais été faite par le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major, qui dit dans la zone, il y a un risque que la Chine et la Russie s'implantent. Et moi, je préfère que ce soit les Américains pour nos intérêts européens que les Chinois ou les Russes, avec qui on est nettement moins bien. C'est un euphémisme. Donc j'ai trouvé que cette explication était intéressante. Comment tout cela va se terminer? C'est évidemment pas moi qui va pouvoir répondre à cette question. On écoute juste Pierre de Villiers et puis je vous passe la parole pour savoir ce que vous en pensez sur le Groenland.
Un pays qui attaque un autre pays de l'OTAN, on déclenche l'article 5 et tous les autres pays sont chargés de protéger celui qui est menacé. Donc ça voudrait dire qu'on déclencherait l'article 5 face aux États-Unis qui fournissent plus de 50% des crédits de l'OTAN et l'OTAN, c'est les États-Unis. Donc c'est impossible. Deuxième remarque, je ne vois pas l'intérêt pour le président Trump de faire une action militaire là où il pourrait arriver sans difficulté majeure. Il a déjà une base. Je ne vois pas qu'il y ait des troupes suffisamment costauds pour résister à une quelconque arrivée. Donc il va chercher à dealer. Là, on est dans la phase de deal. C'est un dealer professionnel. Rapport de force. Donc, et la troisième remarque, c'est que, quitte à ce que ce pays soit contrôlé par quelqu'un, je préfère à titre personnel que ce soit les États-Unis plutôt que la Russie ou la Chine. Qui est d'accord avec le général de Villiers? Vincent Trémollet, Geoffroy, de notre... Oui, merci. Mais ce que dit le général de Villiers est tout à fait éclairant et intéressant. Alors il y a juste une chose qu'on ne comprend pas, c'est quand il dit que de toute façon, avec le Danemark et le Groenland, l'hégémonie américaine pourrait s'installer de façon pacifique et assez facile. Parce qu'on n'est pas dans le cas du Venezuela, qui est un pays hostile, avec un régime chaviste, antagoniste avec les États-Unis. Le Danemark est un pays qui s'est mis sous la tutelle américaine depuis très longtemps. Donc, qui achète son équipement militaire aux États-Unis. Voilà, donc il pourrait très facilement installer et développer sa domination contre la Chine et la Russie. Donc il y a une hypothèse, et on verra si la suite nous dit si elle est vraie ou pas, c'est que Trump ne veut plus seulement que l'hégémonie américaine s'exprime de façon diffuse à travers l'économie, mais de façon territoriale. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut, comme au XIXe siècle, comme les chefs d'État du XIXe siècle, étendre le territoire américain de telle sorte qu'il trouve des frontières plus larges qu'autrefois. Peut-être c'est ça qu'il a dans la tête. Après, c'est quand même assez difficile à faire. Il y a un certain nombre d'obstacles. Si on est dans le début d'un deal, en général, il commence quand même par les extrémités les plus extravagantes. Et il arrive, alors c'est difficile de faire de la trumpologie, mais il arrive parfois qu'il y ait de la rationalité qui retombe à des choses plus intelligible. Rachel Kahn, là-dessus, sur le Groenland, un tout petit mot? Non, mais je trouve que c'est assez juste en fait, ce que vous disiez sur le cinéma. En fait, je trouve que Trump, c'est le symbole de la conjugaison entre le soft power cinéma, chansons, américains, Coca-Cola, etc., et le hard power qui est vraiment la préemption de certaines terres en réalité. Et je vois à quel point on ne parle pas du tout le même langage. C'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron qui nous disait qu'il fallait être vent debout contre l'impérialisme, la Chine, la Russie, voilà, et les États-Unis. J'attends la proposition de la France. Pas beaucoup de propositions pour l'instant. Si, on va mettre un consulat à partir du 6 février au Groenland. Waouh, ils vont avoir peur, les Américains. André? Non, mais moi je suis d'accord avec Vincent Trémollet de Villers et avec le général de Villiers, pour une fois. Je ne vois pas pourquoi Trump aurait besoin d'aller conquérir militairement le Groenland, puisqu'il y a déjà une base américaine, que le Danemark est sans doute le pays d'Europe le plus soumis aux États-Unis, sur le plan politique et diplomatique. Donc il lui suffirait, entre guillemets, de mettre des troupes américaines, et le Danemark n'y verrait pas d'inconvénient. Je voudrais retenir un argument qu'a utilisé Trump il y a 2 jours, avec la finesse qui le caractérise. Il a dit le Groenland est une colonie danoise. C'est pas parce que les Danois sont arrivés il y a 500 ans avec des bateaux qu'ils sont propriétaires du Groenland. On peut dire la même chose des États-Unis. Les Indiens d'Amérique sont propriétaires des États-Unis plus que les Européens dont est issu M. Trump. Mais il en reste assez peu, malheureusement. Jean-Michel, dernier mot là-dessus, on avance après. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est l'attitude un peu dérisoire d'Emmanuel Macron. Annoncer qu'on va mettre un consulat, c'est totalement ridicule. Il a eu des déclarations un peu martiales au Conseil des ministres aujourd'hui. Quand on voit l'efficacité de la France à faire adopter un budget militaire, un budget en général et un budget militaire en particulier, c'est vrai qu'il ne fait pas peur à grand monde. Et quand on regarde un petit peu les performances de la France en Ukraine, on se rend compte qu'on a été un petit contributeur, puisqu'en fait, on n'a pas dépensé plus que les Suédois ou que les Néerlandais dans le soutien à l'Ukraine. Donc je pense que Donald Trump s'est beaucoup moqué d'Emmanuel Macron et je pense qu'il va continuer. Rachel Kahn, un dernier mot? Oui, je trouve que la doctrine Monroe, on en a beaucoup parlé en fait. C'est le fait que les États-Unis pensent que sur l'ensemble du continent américain, ils sont chez eux. Et je trouve que le silence de la France, une nouvelle fois, sur la Guyane et les Dom-Tom est criant.
Absolument, vous avez raison. On parle des 200 ans du Figaro, Vincent Trémollet de Villers. Hier, c'est la grande soirée au Grand Palais, à Paris, avec de nombreuses personnalités politiques. Il y avait absolument tout le personnel politique, à part quelques personnalités de gauche qui vous ont fait défaut. Il y a des personnalités politiques qui devaient venir et qui n'ont pas pu venir, qui ont sûrement de très bonnes excuses, mais oui, le spectre était quand même très très bien représenté. Il y avait le monde des affaires, il y avait les ambassades de la diplomatie, il y avait l'armée, il y avait les artistes, il y avait les écrivains, et il y avait tout ça pour entendre et regarder Fabrice Lucchini qui a montré à la fois le talent, l'impertinence et la liberté de Beaumarchais, le père de Figaro, qui a donné à notre journal ce nom. Donc il y avait un tour d'esprit qui ressemble à ce qu'on essaye de faire et à ce qu'on essaye de faire dans le journal et ce qu'on fait de très bien, et ça nous oblige. Quand on travaille sur un journal qui a 200 ans, c'est assez impressionnant. En fait, on se sent tout petit. Et on se dit qu'on est obligé d'essayer de se hisser, on n'arrivera pas au même niveau, mais en tout cas de perpétuer ce qui a été fait par les prédécesseurs, parce que les signatures qui ont fait le Figaro depuis sa création il y a 200 ans, c'est simplement dingue. J'ai trouvé un numéro de 1855 où il y a un poème de Victor Hugo, Les bonnes feuilles du Victor Hugo. Victor Hugo écrivait dans le Figaro. Publié à la une du Figaro. Bon, ça... Et là, on a, je le dis à nos auditeurs, la une du jour de la mort de De Gaulle, l'immense émotion à travers le monde après la mort du général De Gaulle. Et puis, alors, on a une grande exposition. Les auditeurs et téléspectateurs peuvent y aller. Il faut simplement s'inscrire, c'est gratuit. Il y a une grande exposition dans laquelle on voit les unes. On voit aussi le Figaro dans la culture populaire, dans les films. Le Figaro est très présent dans les films. Alors, ça peut être dans Mes meilleurs copains, Nanette, le Figaro nous insulte, comme dans les films avec Trintignant, les films très années 70, années 80. Il y a les chansons de Renaud, il y a Jean Ferrat qui chante contre Jean d'Ormesson. Il y a tout cet aspect-là de culture plus populaire. Et puis sinon, il y a les heures plus graves du Figaro, et notamment l'attitude prophétique du journal pendant l'affaire Dreyfus, puisque le journal était très très assassin avec l'œuvre romanesque de Zola, et a pourtant demandé à Zola de commencer à lancer une campagne sur l'innocence de Dreyfus, et le Figaro était le premier journal qui a vraiment remis en cause ce jugement et qui a publié beaucoup d'interventions dans ce sens-là. Bon, le grand J'accuse d'Émile Zola est paru dans l'Aurore, mais tous les textes qui ont précédé ce J'accuse ont été publiés dans le Figaro. Donc il y a toute cette dimension historique, une dimension plus légère, les grandes figures Mauriac, Aron et Jean d'Ormesson, qui a été seulement directeur 3 ans, mais les gens pensent qu'il a été toute sa vie et qu'il incarne physiquement presque le Figaro. Donc on peut retrouver tout ça là-bas. Il y a des tables rondes, il y aura un concert demain de Patrick Bruel dans l'après-midi. Il y aura Christophe Barbier qui va jouer un spectacle sur Offenbach et Villemessant, l'un des fondateurs du Figaro. Enfin voilà, c'est un festival. On essaye que ce soit à la fois agréable, intéressant, nourrissant, intelligent. André Valigny, le Figaro, vous le lisez tous les jours ou pas? Je lis tous les jours le Figaro. Vous commencez par quelle page? Je commence par la une, par le début. L'éditorial de Vincent Trémollet de Villers. Je lis les pages internationales avec beaucoup d'intérêt, les pages culture, le Figaro littéraire, le jeudi, bien sûr. Pages médias aussi. Comment? Les pages médias, ça nous intéresse. Et j'ai découvert d'ailleurs, parce que vous avez fait beaucoup de choses dans le Figaro depuis quelques jours sur les 200 ans, j'ai découvert que vous aviez été à l'avant-poste de l'affaire Dreyfus. Vous avez on a vraiment été les premiers. Ah oui, j'ai découvert ça. On a vraiment été les premiers. Et on a été à l'avant-poste de beaucoup de choses, au fait. Hippolyte de Villemessant, qui est l'homme qui a fait du Figaro un quotidien, a inventé les formes de presse qu'on connaît aujourd'hui. Il a même inventé les pages parfumées. Il a inventé les pages féminines. Voilà. Donc c'est vraiment très très intéressant, c'est très impressionnant, parce que les journaux vivent et meurent en général plus vite que ceux qui... Il n'y en a qu'un qui a survécu 2 siècles en France, c'est le nôtre. Donc voilà, c'est une petite histoire. L'histoire du Figaro traverse et croise l'histoire de France et permet de la suivre de façon plaisante, puisqu'un quotidien doit quand même exercer une attraction pour ceux qui le lisent. Absolument. Geoffroy, un tout petit mot sur le Figaro? Jean-Michel, je sais que vous y avez travaillé. Il y a la litanie des rubriques citées par André, la rubrique Opinion, et je me souviens qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, vous avez lancé le Figaro Vox, et le Figaro Vox est devenu, en fait, c'était presque... La tutelle de Jean-Michel Salvatore. Et en fait, à l'époque, ça n'existait quasiment pas, un endroit où on pouvait entendre des voix qu'on n'entendait pas forcément, avec une qualité incroyable, et en fait, ça a énormément contribué à vidifier le débat d'idées. Donc les pages opinion du Figaro aujourd'hui sont le reflet de ça. Et elles sont très ouvertes, parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir de publier plusieurs fois dans les pages opinion du Figaro. Un dernier mot, Jean-Michel, vous qui avez travaillé au Figaro? Moi, j'ai vécu 10 ans, enfin j'ai travaillé 10 ans, j'occupais
poste de Vincent. Moi, je reprendrai un mot de d'Ormesson. C'est un journal épatant. Un journal épatant. Épatant. J'adore ce mot. Qui s'intéresse à tout. Ouais. Donc ça, c'est quand même quand on dirige un journal comme ça, c'est à la fois exigeant et intimidant. Moi, ce que je retiens aussi, c'est l'amour de la langue. Parce que ça reste... il y a l'amour de la langue, du texte bien écrit, que ce soit un portrait, un reportage, un compte-rendu d'audience, la belle langue, et puis le débat d'idées, ce que disait d'ailleurs ce matin dans son édito sur Europe, Vincent, l'amour des idées, l'amour du débat et l'amour de la conversation. Il y a le grand reportage aussi, on a dernier mot, 17 Vincent. prix Albert Londres au Figaro, Margot Ben étant la dernière. Une récompense pour les journalistes, voilà, qu'il a obtenu. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Et le reportage littéraire, la langue dont parlait Jean-Michel, est aussi une des caractéristiques du Figaro qu'on essaye de développer. Vive le Figaro. Merci. Et on est très heureux de vous avoir tous les matins sur l'antenne d'Europe 1, mon cher Vincent, avec Alexis Brézé. Partage ça avec Alexis Brézé. Absolument, avec Alexis Brézé. Vous voyez, je viens de le dire. Merci. À vous.